8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Ramadan, c'est dans 3 semaines. Le ministère de l'Intérieur a tenu une réunion de coordination. Objectif, faire le point sur l'approvisionnement des marchés et le suivi des prix. Des équipes de contrôle sillonneront les différents souks et marchés au niveau national. Et en ce 4 février, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre le cancer. Zoom dans ce journal sur le 2e cancer le plus fréquent chez les hommes, le cancer de la prostate. Facteur de risque, dépistage, prise en charge et chance de guérison. Nous poserons la question au professeur Abdeltef Jennan, urologue. Férus de musique arabe, les choristes et musiciens de l'association Mikanto vous préparent un concert exquis de chants lyriques. Notre caméra s'est glissée dans les coulisses de leur tout dernier spectacle, des répétitions qui donnent le ton à une prestation de haute voltige. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à son Excellence Ahmed al-Shar'a à l'occasion de son accession à la présidence de la République arabe syrienne durant la période de transition. Dans ce message, le souverain exprime son appréciation à M. al-Shar'a suite à son accession à la magistrature suprême de la République arabe syrienne durant la période de transition, implorant le Tout-Puissant de lui accorder succès et réussite dans l'exercice de ses hautes fonctions et de ses lourdes missions. Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour réaffirmer la position du Royaume du Maroc qui a de tout temps été celle de soutenir le peuple syrien frère pour réaliser ses aspirations à la liberté, à la quiétude et à la stabilité. Une position constante qui incite aujourd'hui, comme hier, le Royaume à se tenir aux côtés du peuple syrien alors qu'il traverse une étape délicate et décisive de son histoire, et ce en parfaite harmonie avec sa position de principe en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la Syrie. Un modèle de gouvernance de demain. Voici ce qui ressort de l'allocution de Aziz Arnouch. Le chef du gouvernement s'exprimait cet après-midi à la Chambre des conseillers dans le cadre de la séance mensuelle consacrée aux questions de politique générale. Le chef de l'exécutif s'est penché sur les orientations adoptées en vue d'établir une nouvelle approche d'organisation basée sur des mécanismes efficaces de conduite et de suivi des chantiers ouverts, tout en garantissant leur mise en œuvre sur le terrain. Aziz Arnouch évoque le modèle marocain en matière de gouvernance institutionnelle, un modèle porté à un niveau avancé afin de renforcer l'efficacité des interventions publiques et d'accompagner les réformes engagées. Toujours à la Chambre des conseillers, le projet de loi organique 97-15 régissant l'exercice du droit de grève adopté à la majorité hier soir. Adoption par 41 voix contre 7 oppositions. Aucune abstention. Le texte comprend une batterie d'amendements adoptés par le gouvernement en réponse aux revendications des travailleurs. Il s'agit entre autres de l'inclusion du droit de grève pour toutes les catégories de travailleurs ou encore de la réduction du délai de préavis de 30 à 7 jours. Le projet de loi organique sera prochainement examiné en 2e lecture à la Chambre des représentants. L'actualité diplomatique marquée par la position réitérée du Guatemala en faveur du plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007. La solution aux différends régionaux sur le Sahara repose sur le plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc. Ce sont là les propos de la vice-ministre guatémaltèque des Affaires étrangères, Monica Bolaños, à l'issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. La diplomate guatémaltèque a réitéré le ferme soutien de son pays aux efforts déployés par le Royaume afin de parvenir à une solution politique, pacifique, durable et mutuellement acceptable à cette question. Et la vice-ministre guatémaltèque des Affaires étrangères de relever l'ouverture en décembre 2022 d'un consulat général de la République du Guatemala à Dakhla.
un pas important sur la voie de l'approfondissement des relations entre les deux pays. Plus que quelques semaines nous séparent de l'avènement du mois sacré de Ramadan, une période de l'année qui enregistre des pics de consommation pour assurer un approvisionnement normal du marché national en produits alimentaires à forte demande pendant le mois béni. Le ministère de l'Intérieur a tenu une réunion de suivi simultanément avec plusieurs provinces. Tour d'horizon avec Rachid Latsabi, Abdelfatah Zouine et Sofia Fougrout. Plusieurs endroits, une seule rencontre. Par visioconférence, le ministre de l'Intérieur pilote une réunion de coordination. Objectif, organiser des campagnes de contrôle dans différents marchés, à quelques semaines du mois de Ramadan. À Rabat, par exemple, ce sont plusieurs profils autour de ces tables qui vont veiller au grain. Des représentants de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses, de la direction provinciale et des autorités locales. Nous collaborons avec des partenaires médicaux et vétérinaires, mais également avec les autorités sanitaires communales et les contrôleurs pour effectuer des contrôles sur la qualité des aliments sur les marchés ainsi que leur prix. Il s'agit aussi de garantir le bon approvisionnement des marchés en produits de large consommation. Simultanément, au siège de la province de Nador, l'heure est à la mobilisation. Des commissions de contrôle s'apprêtent à relever toute forme de spéculation, de monopole et de stockage clandestin. En ligne de mire, les pratiques illégales susceptibles de nuire à la santé du consommateur ou à son pouvoir d'achat. Nous menons aussi des campagnes de sensibilisation en collaboration avec la société civile. Il y a également le numéro vert mis à la disposition des citoyens pour signaler toute fraude ou monopole pendant le mois de Ramadan. Cela nous permet d'effectuer des opérations surprises de contrôle suite à ces plaintes. Des mesures proactives sont également prises en coordination avec les acteurs économiques concernés pour répondre aux besoins des marchés et prévenir toute pénurie. Dans la province de Marrakech El Haouz, l'on a déjà une idée sur les prix. Tous les produits essentiels pendant le mois de Ramadan sont disponibles à des prix raisonnables. L'on peut même affirmer que comparé à l'année dernière, les prix ont baissé. Cette réunion a été l'occasion aussi d'activer le travail des commissions de contrôle des marchés. Ces opérations de contrôle vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois sacré. Le comité ministériel analysera les tendances du marché en prenant des décisions adaptées aux fluctuations. Pendant ce temps, toutes les unités de vente resteront sous haute surveillance. Il touche chaque année plus de 50 000 personnes au Maroc. Le cancer gagne d'année en année du terrain. En ce 4 février, journée mondiale de lutte contre cette pathologie sournoise, braquons les projecteurs sur les avancées réalisées en matière de soins et de prise en charge du cancer le plus diagnostiqué chez les hommes après celui des poumons. Le cancer de la prostate, une maladie qui touche chaque année plus de 7000 personnes au niveau national. C'est un reportage de Wafa Yacoubi Abdelfatah Zouine sur un récit de Maria Aouad. À 76 ans, Igal Harbi a combattu le cancer de la prostate. Aujourd'hui en rémission, il se rappelle de ses premiers symptômes dont il ne prêta pas immédiatement attention, car le cancer de la prostate est insidieux et peut rester silencieux de nombreuses années avant de donner des signaux alarmants. L'un des premiers symptômes que j'ai ressentis a été une envie irrépressible d'uriner la nuit. J'ai d'abord pensé à une infection, mais les antibiotiques n'ont pas marché. Après 5 longues années à traîner cette gêne, j'ai eu soudainement une rétention aiguë d'urine. Je suis allée en urgence chez le médecin qui a programmé une électrovaporisation de la prostate, qui a permis de diagnostiquer aussitôt mon cancer de la prostate. À ce stade, il est impératif pour ce patient de s'engager dans des examens plus poussés afin de connaître l'ADN spécifique de la tumeur en vue des futurs traitements.
Une fois que l'on repère un foyer tumoral, l'étape suivante consiste à faire une biopsie afin de connaître le stade, mais aussi l'étendue de la maladie. Il est impératif de savoir si le cancer a atteint ou non les ganglions. Si tel est le cas, il faudra entreprendre un traitement un peu plus agressif pour venir à bout de la maladie. En revanche, si le cancer est détecté à un stade précoce, un simple traitement d'hormonothérapie est prescrit avec des contrôles réguliers. Révélé à un stade précoce, le cancer de la prostate de Eagle Harby n'est pas un fait rare, puisqu'il touche en moyenne un homme sur 7. Dans le cas de ce patient, une radiothérapie et une hormonothérapie ont été prescrits par l'oncologue pour venir à bout de la maladie. La radiothérapie. 38 séances. Après que mon cancer fut détecté, j'ai suivi 38 séances de radiothérapie à raison de 5 fois par semaine, en complément d'une injection tous les 6 mois. Après ce parcours de soins qui a fait ses preuves, c'est l'urologue qui a pris le relais pour le suivi annuel, car les soins oncologiques étaient terminés. Avec plus de 7000 nouveaux cas par an, le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l'homme. En cas de diagnostic précoce, son taux de guérison atteint les plus de 90%. Qui plus est, avec l'arrivée des thérapies ciblées, à savoir l'hormonothérapie et l'immunothérapie, sans oublier la cryothérapie. Nous en parlons à l'instant avec le professeur Abdeltif Janan. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir. Alors vous êtes urologue et chaque jour dans votre cabinet, vous diagnostiquez des cas de patients atteints du cancer de la prostate. Tout d'abord, quel est le profil de ces patients ? Effectivement, voilà, plus les décennies, les décades avancent, plus on en voit, soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc le profil typique, c'est souvent un quadragénaire, voilà, quelqu'un qui a plus de 40 ans, donc de 40 à 80. Donc des quadragénaires aux octogénaires, ce sont souvent des patients qui vont se plaindre au départ, comme ça a été souligné sur le préambule du reportage, de quelques troubles mictionnels qui sont d'allure banale, qui ne sont pas très gênants. Ça, c'est le stade de début. Donc le stade de début, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas de rétention. C'est là où il faut venir pour se faire examiner, pour se faire un diagnostic ultra précoce. Bien entendu, l'enjeu est d'améliorer les chances de guérison et d'avoir un bon présage ou un bon augure pour le pronostic. Avez-vous relevé ces dernières années une incidence plus forte chez la jeune population ? Exactement. À comparer les années où j'avais commencé mon métier, ma discipline de chirurgien, le temps passe vite, les années 95, 96, il y a 30 ans déjà. À l'époque, malheureusement, ce qu'on avait, on avait un taux de décès qui était énorme. On avait 85% de décès malgré toutes les options thérapeutiques qu'on proposait à nos patients. L'incidence et la prévalence étaient certes basses, mais en revanche, la mortalité était haute, était alarmante. Mais chose qui nous a poussé, en constatant ces chiffres qui nous mettaient la puce à l'oreille, à se serrer les coudes, les chirurgiens, les oncologues, nos collègues, les profs de biologie moléculaire, pour essayer de faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est viser 3 volets. Viser le pourquoi du comment, l'étiologie ou le caractère multicausal de ce cancer pour pouvoir éduquer les gens, puis viser et cibler les moyens diagnostiques qui vont nous permettre de le dénicher ou d'étayer le diagnostic à un stade ultra précoce, puis améliorer notre technicité pour une meilleure perspicacité, une meilleure pertinence pour donner au malade des chances de guérison sans pour autant lui causer des effets secondaires. Vous avez parlé du caractère justement multicausal de ce cancer de la prostate. Quels sont les facteurs de risque avérés identifiés de ce type de cancer ? Voilà, normalement, à travers les consortiums, les réunions multidisciplinaires que nous avons effectuées interuniversitaires au Maroc, puis le jumelage qu'on a
avec nos collègues profs de Harvard, d'Oxford, du Mémorial de New York et nos collègues en Europe, nous avons pu repérer des facteurs causaux selon la race et l'ethnie. Si on parle du Maghreb, ou en l'occurrence le Maroc, ce sont les changements de nos habitudes. Il y avait une certaine époque où on avait peu d'obèses, peu de gens surpoids, peu de gens qui avaient une chute de la calvitie précoce. Mais là, on commence à en voir parce qu'il y a un changement hormonal de la population. On a changé nos habitudes alimentaires. On est dans un environnement en perpétuelle mutation, l'urbanisme, l'industrie. Donc, on est dans les repas fast-food qu'on cuisine vite. On est dans le café qu'il fallait à l'époque préparer doucement. Là, on le prépare à des températures hautes. Là, on est à l'ère du micro-ondes et tout ce qu'on a dans nos cuisines, dans l'environnement, ce sont des engins ou des outils certes utiles pour la pression du temps, mais ils sont générateurs de ce qu'on appelle les nitrosamines. Les nitrosamines sont l'élément déclencheur du cancer de la prostate. Justement, professeur, le diagnostic est une étape très importante et la prise en charge l'est tout autant. Où en sommes-nous au Maroc aujourd'hui des innovations scientifiques en matière de prise en charge? Voilà, alhamdoulilah, en matière de prise en charge, grâce aux prouesses surtout de mes collègues les biologistes, on a pu développer pas mal de marqueurs, comme ce qui est le cas par exemple pour le sein, pour l'ovaire, pour l'utérus. La prostate a bénéficié de l'avènement de nouveaux marqueurs qui permettent de détecter le cancer bien avant que le malade réclame ou signale des signes. Alhamdoulilah, on a le PSA qui est sensible, spécifique, et on a mieux. Le PSA, il date des années 90. Et à l'origine du 3e millénaire, on a pu développer mieux le Pro-PSA, puis le PHE et le PCA3. Ce sont des examens qui permettent de dire déjà est-ce que le malade a le cancer cette année, et même s'il l'a pas, est-ce qu'il est prédisposé dans les années à venir. D'où l'intérêt du dépistage précoce. Puis ensuite, nous avons également bénéficié de l'ingéniosité de nos collègues ingénieurs biomédicaux. Donc il y a des scanners de nouvelle génération. C'est fini l'époque révolue des anciens scanners. Il y a l'angioscan, il y a les IRM. Les IRM fonctionnels, les IRM spectroscopiques. Il y a même une sorte de drone qu'on appelle le PET scan. Donc c'est une microcapsule qu'on fait avaler au malade, qu'on lui met dans les veines, et il va balayer carrément son corps du cuir chevelu jusqu'à la plante du pied pour aller nous dire s'il y a même une ou deux ou trois petites cellules malignes. Il faut aller les cibler par des biopsies et repérer le cancer à un stade précoce. Quid de l'accompagnement psychologique? Est-ce qu'il est omniprésent dans les protocoles de soins? Exactement, madame. Votre question est pertinente. À l'origine du 3e millénaire, on a commencé à comprendre que le fléau, il dégrade déjà le corps humain, puis il dégrade le mental. Il y a la famille qui tout autour qui fait des efforts. Donc on se fait aider dans des réunions de concertation pluridisciplinaires avec les spécialistes de la douleur déjà, parce qu'il faut guérir le malade, certes, il ne faut pas qu'il meure, mais il ne faut pas non plus oublier sa souffrance. Donc il y a les soins de support, puis il y a les assistantes sociales qui travaillent avec nous, que ce soit dans les hôpitaux militaires ou les hôpitaux civils. Et il y a aussi les psychologues. L'enjeu est d'améliorer l'état de santé corporelle et mentale du patient. Vous avez relevé il y a un instant un taux de létalité qui était fort il y a 30 ans de cela. Oui. Aujourd'hui, les chances de survie, le pronostic de survie, est-ce qu'il est bon pour ce type de cancer? Oui, alhamdoulilah, les chiffres, ils sont vraiment colosses, ils sont très rassurants. À une époque où on avait uniquement 15 à 20% de guérison, là on est passé à 95 à 100% de guérison, pourvu que le malade vienne au stade 1 ou même au stade 2. Au stade 2, on peut garantir un malade qu'on a opéré une survie de 20 ans. Une survie de 20 ans de l'ordre avec un pourcentage de 95%. En revanche, le chiffre va baisser un tout petit peu quand le stade est un peu localement avancé, quand il y a des ganglions, quand il y a atteinte du bassin. Le chiffre va baisser à 60% de guérison à 2 ans. Et dans les stades vraiment multimétastatiques, qu'on appelle le stade 4 et 5, les chances sont là, mais sont moindres. C'est 30% de guérison à 6 ans. Donc l'espoir est permis. Je vous remercie. Alhamdoulilah, il y a l'espoir. Je vous remercie, professeur Abdelteef Janan, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes urologue. Merci à vous.
Il a fortement neigé sur les massifs montagneux du nord-est, dans certaines localités perchées d'Al-Husseima. Les massifs précipitations s'accompagnent par leur lot de perturbations. Pour assurer la sécurité des élèves ainsi que du personnel éducatif, les autorités provinciales ont décidé de suspendre de façon temporaire les cours. C'est le cas dans la commune de Beni Bounsar, où cette annonce sonne comme un réconfort dans le rang des écoliers, souvent contraints à marcher des kilomètres à pied en ce temps glacial avant de gagner les bancs de leurs établissements. Dans le monde, Santorin tremble et ses habitants aussi. L'île volcanique grecque a de nouveau été frappée par des secousses inhabituelles. Des séismes à répétition qui poussent près de 6000 personnes à quitter l'île touristique et sa voisine à Morgos. Selon un décompte des gardes-côtes grecs, 4640 passagers auraient embarqué depuis dimanche. Un phénomène géologique qui paralyse l'île. Tous les établissements scolaires y ont fermé leurs portes jusqu'à vendredi prochain. Et en Suède, les élèves de plusieurs écoles à l'ouest de Stockholm sont confinés et pour cause, une fusillade perpétrée aujourd'hui dans une école de la ville d'Örebro. 5 personnes ont été blessées. Selon les médias locaux, les tirs se sont produits dans un centre d'enseignement pour adultes. Une enquête est en cours pour tentative de meurtre, incendie criminel et infraction aggravée à la législation aux armes. Retour chez nous à Rabat, au Royal Golf Dar es Salaam, qui accueille sur ses greens les légendes du golf mondial. C'est parti pour la 49e édition du Trophée Hassan II et la 28e édition de la Coupe Lalla Mriem de golf. Les deux tournois des plus prestigieux de la petite balle blanche se poursuivront jusqu'à samedi sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. 66 champions parmi les meilleurs au monde se disputeront cette semaine le Trophée Hassan II, étape de l'European Tour de golf. La Coupe Lalla Mriem connaîtra, elle, la participation cette année de 108 golfeuses parmi l'élite européenne du golf féminin. 5 joueuses marocaines sont en lice. Je vous propose à présent ce voyage musical au cœur de la poésie arabe lyrique, un répertoire ancestral revisité par les jeunes chanteurs de l'association Mi-Canto. Opéra et chant arabe, un registre musical qui retrouve ses lettres de noblesse dans de grands concerts et spectacles d'opéra orchestrés par les musiciens de l'association. Notre caméra a assisté aux répétitions d'un spectacle prévu le vendredi prochain à Casablanca. C'est un reportage de Hamza Sadiah et Zakaria Moukrinbillah. Dernière répétition avant le grand concert de Casablanca pour les musiciens de l'association Mi-Canto. Ces instrumentistes sont des musiciens professionnels qui ont fait leurs preuves dans différents ensembles. Au programme du spectacle en préparation, une sélection des titres les plus connus de la chanson arabe classique. L'idée est de célébrer la thématique de l'amour. À l'affiche de ce spectacle, le chanteur vedette de l'ensemble, Oussama El Abbasi. Cet artiste accompli a fait ses preuves à la fois en chant d'opéra qu'en chant arabe. J'ai commencé à chanter depuis l'enfance. Je me suis alors inscrit au Conservatoire national en classe de piano, puis de chant lyrique, chant arabe et luth. Ce parcours a été couronné par l'obtention du prix d'honneur en 2019. Le spectacle que nous préparons vise à célébrer l'amour à travers une sélection de titres des grands noms de la musique arabe classique. Pas des moindres, Kadim Sahir, Mohamed Abdelwahab, Abdelhalim Hafid ou Warda. L'association Mi-Canto promeut le chant lyrique et d'opéra, une pluralité de styles devenue son credo.
L'objectif, c'est de promouvoir toutes sortes de musique et surtout pour encourager les jeunes talents, les jeunes artistes qui ont reçu une formation académique. C'est pour les encourager à se produire en public. On a organisé beaucoup de concerts sur le chant lyrique et on a effectué des chansons en plusieurs langues, en russe, en français et en italien. Et on envisage faire des concerts autour dans les villes du Maroc. Les chansons choisies donnent le là à un concert riche en émotions. Rendez-vous donc vendredi prochain à 20h au complexe culturel Hassani de Casablanca. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Agoula.